Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bonjour tout le monde et bienvenue au premier épisode du nouveau podcast du Cannes FC, un Phocéen à Montréal. Mon nom est Adi Raphaël, je serai celui qui animera ce podcast-là. En fait, je suis supporter de l'OM depuis 1991 et depuis ce temps-là, j'ai soutenu le club contre vent et marée. Mais pourquoi je l'ai appelé un Phocéen à Montréal? Pour vous expliquer cela, je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse afin de vous parler très brièvement de l'histoire de cette ville du sud de la France. Le port de Marseille a été créé en 600 avant Jésus-Christ par des marins grecs originaires de la ville de Phocée qui fuyaient les invasions perses de l'époque. Depuis, malgré l'attribution du nom de Marseille à la ville fondée, le terme phocéen a été adopté par les Marseillais. Voilà, fin de la petite parenthèse. Pour mon premier segment de ce podcast-là, je vais vous parler de l'histoire de l'Olympique de Marseille. C'est un club qui a été fondé en 1899, donc un club centenaire depuis assez longtemps. Le club a remporté 10 Coupes de France, 9 Championnats de France de Ligue 1 ou Division 1 dans le passé, et 3 Coupes de la Ligue. Il est aussi le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. Et il se fait un malin plaisir de le rappeler à tous ses rivaux. Des rivaux, le club marseillais en a plusieurs. Et j'aimerais vous donner mon classement subjectif des rivaux de l'Olympique de Marseille en date d'aujourd'hui. Parce que comme vous le savez, les rivalités, il y en a qui perdurent, il y en a qui disparaissent au fil du temps. Mais en date d'aujourd'hui, voilà mon classement. En première position, je mets bien évidemment le Paris Saint-Germain. La rivalité entre ces deux clubs-là, donc le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, a commencé dans les années 90 et a été créée par les deux présidents de l'époque, Bernard Tapie pour l'Olympique de Marseille et Michel Denisot pour le Paris Saint-Germain. Cette rivalité est très forte vu que les deux clubs se disputent les premières places du championnat de France durant les années 90. Elle a perduré jusqu'à aujourd'hui. Le match entre ces deux équipes-là est appelé le classique par les médias à travers le monde et est suivi par plusieurs personnes à travers le monde, amoureux de la Ligue 1 ou non. C'est un incontournable du championnat de France, je vous conseille très fortement de voir ces matchs-là. D'habitude, les résultats ont toujours été assez différents, des victoires marseillaises, des victoires parisiennes, jusqu'à ces dernières années où le Paris Saint-Germain a pris le dessus, vu qu'ils ont des moyens astronomiques, et ont remporté les 10 dernières éditions du classique. Par contre, même si les résultats sont d'habitude en faveur du club parisien, les matchs sont quand même assez disputés et intéressants à voir. Il y a eu quelques gifles imposées, mais la plupart du temps, c'est vraiment assez proche, même un peu trop serré. Marseille est passé plusieurs fois très proche de l'emporter, mais bon. C'était pas cette année. Moi, j'ai comme l'impression que cette année, ce sera différent. En tout cas, je dis ça chaque année, mais l'espoir fait vivre, comme on dit. Pour ce qui est du deuxième rival de l'Olympique de Marseille, selon moi, c'est l'Olympique Lyonnais. Alors, la rivalité a plutôt été créée par le président du club de l'Olympique de Lyonnais, qui est Jean-Michel Aulas. Il faut respecter objectivement ce président-là parce qu'il a construit le club. Le club était déjà là, mais c'est lui qui a amené le club à ce qu'il est aujourd'hui. Il est président depuis plus de 30 ans et a ramené ce club qui a remporté 7 trophées consécutifs dans les années 2000. La rivalité, donc comme j'ai dit, elle a été créée par Jean-Michel Aulas qui voulait essayer de se créer un certain engouement médiatique autour de son club. Donc il lançait des pics, jusqu'à aujourd'hui il le fait encore, il lance des pics très souvent à Marseille, aux supporters marseillais, pour créer un engouement à travers son club. C'est sûr, les supporters de l'Olympique Lyonnais sont nombreux, le club est quand même très bon, il a un des meilleurs centres de formation d'Europe, mais la rivalité entre les deux est quand même toujours assez forte. C'est des matchs d'habitude très riches en buts. Il y a eu un 5-5 il y a quelques années. C'est vraiment des matchs très intéressants à voir et haut en intensité. Pour ce qui est du troisième rival de l'Olympique de Marseille, moi personnellement, je mets Bordeaux.
La rivalité a commencé dans les débuts des années 80, où les deux clubs ils se disputaient aussi les premières places en France, et elle a été créée aussi par les présidents du club des clubs dans ce temps-là. Il y avait Bernard Tapie, c'était plus vers la fin des années 80 que la rivalité a vraiment atteint son summum, et c'était Claude Bèze des Girondins de Bordeaux. Fait cocasse dans cette rivalité-là, c'est que Marseille n'a pas pu s'imposer à Bordeaux depuis 1977. Donc, on s'entend que ça fait un méchant bout, comme on dit en bon québécois, que Marseille ne s'est pas imposé à Bordeaux. Et c'est sûr, Bordeaux, les supporters bordelais sont très fiers de cela. Donc voilà mon classement subjectif, encore une fois, des rivaux de l'Olympique de Marseille. C'est sûr, j'aurais pu mentionner d'autres clubs avec qui Marseille a quand même une certaine rivalité, quand je pense à l'OGC Nice, à l'AS Monaco, à l'AS Saint-Étienne, à Montpellier. C'est quand même des équipes qui ont une certaine rivalité avec Marseille, mais d'après moi n'est plus aussi importante que les trois équipes mentionnées auparavant. Je peux pas me permettre de parler de l'histoire de l'OM sans mentionner les joueurs qui ont évolué sous la tunique olympienne durant toutes ces années-là. C'est sûr, je vais pas commencer à partir de la fondation du club, mais je vais plus parler des joueurs que moi-même j'ai vu évoluer, donc début des années 90, et on va aller par là. Je vais faire un 11 qui va, c'est sûr, générer plusieurs débats. Je serai heureux de répondre à tous les débats qui vont débouler de ça. Au poste de gardien de but, pour moi, je mets Fabien Barthez, le divin chauve, champion du monde 1998, champion en Ligue des Champions en 93 avec l'OM. Pour moi, ça reste quand même quelqu'un un gardien qui m'a beaucoup marqué et qui était extraordinaire à avoir joué. C'est sûr, j'aurais pu penser à Steve Mandanda, qui est le recordman en termes d'apparition sous le club marseillais, et qui est titulaire en date d'aujourd'hui, mais pour moi, Barthez passe avant. Au poste de latéral droit, ce serait Manuel Amoros, qui est surtout reconnu pour avoir manqué son penalty en finale de Ligue des Champions en 91, lors de la défaite face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il y a eu beaucoup de larmes qui ont été versées après ce penalty, mais n'empêche, c'était un excellent joueur international français avec une excellente qualité de centre. Donc moi, je le mets là. Pour ce qui est des défenseurs centraux, je pense à Basilou, comme on l'appelle. C'est lui qui a marqué le seul but de la victoire en 93 en Ligue des Champions. C'est quelqu'un qui est encore très proche du club, qui joue un certain rôle d'ambassadeur, qui est toujours là, toujours présent. Le deuxième défenseur central, ce serait plus Laurent Blanc, appelé le président. Plus pour l'ensemble de toute sa carrière, la sérénité qu'il apportait à la défense. C'était vraiment magnifique à voir. Il a eu une carrière extraordinaire, pas seulement avec l'OM, mais avec Manchester United, avec l'Inter Milan, et il a joué à Montpellier avant. Passé par Barcelone, mais ça n'a pas trop bien marché, mais dans les autres clubs, ça a été extraordinaire, Laurent Blanc. Juste son aisance technique en défense centrale, ses relances, a été magique avec l'Olympique de Marseille et les autres clubs. Au poste de latéral gauche, ce serait Eric Dimeco. Dimeco, pourquoi moi je l'ai choisi? Parce que j'adorais voir l'agressivité qu'il montrait. Il mettait tellement d'intensité dans ses tacles. Je suis sûr que les joueurs parisiens de son époque se rappellent encore de combien ça allait fort et vite lorsqu'il mettait un tacle sur eux. Je suis sûr qu'ils s'en rappellent jusqu'à maintenant. Pour ce qui est du poste de milieu défensif, c'est sûr il y en a deux. On va aller dans un 4-2-3-1 parce que c'est la tactique que j'aime le plus. Choisi en premier Didier Deschamps, avec qui a un leadership extraordinaire. C'était le capitaine en 93, c'était le capitaine en Coupe du Monde 98 pour la France. Il a remporté tellement de titres, il a fait une carrière extraordinaire avec la Juventus, avec Valence en Espagne. Ça a été vraiment un joueur très important dans l'histoire de la France, pas juste avec l'Olympique de Marseille. Et en plus, il est revenu en tant qu'entraîneur à Marseille. Puis il a remporté le premier titre de l'Olympique de Marseille depuis 17 ans, en 2010, en remportant la Ligue 1. Juste avant, il avait gagné la Coupe de la Ligue, qui est un trophée mineur, mais n'empêche, il a quand même remporté un autre trophée. Didier Deschamps est maintenant le sélectionneur de l'équipe de France. Je pense que vous le savez tous, il a gagné la Coupe du Monde en 2018, juste très récemment. Pour son compère au milieu défensif, je mettrais Lorik Sana.
Lorixana, c'est pas quelqu'un de très doué techniquement, mais c'est un milieu défensif rugueux qui va vraiment mettre beaucoup d'intensité dans sa récupération de balles. C'est vraiment un excellent atout à avoir au milieu de terrain, surtout quand on a des joueurs assez offensifs devant. Et c'est là où on passe aux joueurs plus devant. Au poste d'ailier gauche, Franck Ribéry. Je l'ai vu jouer, il m'a fait rêver. Pour moi, c'était un peu le renouveau de l'Olympique de Marseille quand il était là. Malgré son petit épisode où il a voulu aller à Lyon, le rival de l'époque, pour moi, il a quand même vraiment tellement bien joué que je peux pas ne pas l'envisager là. Au poste de milieu offensif central, ce serait plus Abedi Pelé. Le Ghanéen était, c'est sûr, champion en 1993 de la Ligue des Champions. C'est lui qui a délivré le corner pour la tête de Basile Boli pour la victoire. C'est vraiment quelqu'un qui avait une technique extraordinaire. Il bougeait, il valsait sur le terrain. En tout cas, c'était très joli à voir. Et au poste de milieu offensif droit, donc ailier droit, je mettrais Robert Pires. Robert Pires est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien à Marseille. C'était pas des années très fructueuses à Marseille, sauf que il amenait toute sa classe sur l'aile droite. Il a fait vraiment de belles choses. Il a créé tellement de belles combinaisons que moi, je suis quelqu'un qui est mémorable encore et qui m'a marqué à ce poste-là. Et puis enfin, au poste d'attaquant, j'aurais pu choisir parmi des milliers d'attaquants que j'ai vu évoluer à Marseille, quand je pense à Ravanelli, à Drogba, qui a fait une saison mais qui a soulevé les foules. Mais j'ai finalement choisi Jean-Pierre Papin. Pourquoi? Juste parce que le nombre de buts qu'il a marqué pour Marseille est quand même assez impressionnant. C'est quelqu'un qui pouvait tirer de n'importe quelle situation. Il pouvait se retrouver dos au but, il faisait de belles choses, il était capable de jouer dans l'espace, il était rapide, il avait une frappe extraordinaire. Il a même eu un geste technique qu'on a appelé la papinade, qui est en fait un retourné acrobatique en ciseaux. Vous pouvez voir en ligne, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant à voir. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est un des meilleurs attaquants qui a évolué à Marseille dans toute l'histoire de Marseille. Donc voilà le 11 que moi je propose. C'est sûr, j'attends vos commentaires, j'espère voir d'autres noms et réagir avec vous à tous les débats que ça peut engendrer. Et ça me ferait plaisir de le faire. Donc voilà, mon segment Histoire de Marseille est fini. On va passer au prochain segment de ce podcast. Donc moi je vais vous parler pourquoi j'ai fait ce podcast-là. Je vais vous parler de ma relation avec l'OM. Je suis, comme je l'ai dit, supporter de l'OM depuis 91. Enfin, c'est très simple. J'étais très jeune à l'époque et la première compétition de soccer que j'ai vue, c'était en 1990. C'était la Coupe du Monde 90. Puis j'avais beaucoup aimé ça. Puis j'ai voulu m'intéresser au soccer européen. Et la meilleure équipe à l'époque, c'était l'Olympique de Marseille. En plus, c'était une équipe française. Étant francophone, j'ai senti tout de suite une sorte d'appartenance à ce club-là. Et depuis, vu que je suis quelqu'un d'assez fidèle, je suis resté supporter malgré la descente en Division 2 à cause de la fameuse affaire VAOM. Je vais pas en parler, c'est quand même un épisode assez douloureux pour moi et j'aimerais pas revenir là-dessus. Vous pouvez faire vos recherches en ligne, moi j'en parlerai pas. Même sur mon compte Twitter, j'en parlerai pas. Je suis désolé, j'aime pas ça. Pour le reste, c'est sûr que j'ai suivi tous les matchs de l'Olympique de Marseille. À la maison, mes parents et mes sœurs ont toujours été fascinés par la passion que j'avais pour ce club-là, sans avoir jamais mis les pieds à Marseille. Je ratais aucun match, j'étais tout le temps devant ma télé, je criais, je hurlais, j'étais un vrai supporter pendant toutes ces années-là. Jusqu'à maintenant, je suis maintenant à Montréal et ça fait longtemps que je suis à Montréal, ça fait presque 17 ans. Et j'ai continué à suivre le club malgré le décalage horaire. J'ai du style à aller demander des journées off de mon travail pour pouvoir voir les matchs de l'Olympique de Marseille à la télé, vu que ici à Montréal, les matchs se jouent à 2h, à 3h de l'après-midi, donc j'étais obligé de trouver une façon de regarder les matchs. J'en ai raté quelques-uns malheureusement, je pouvais pas tout le temps prendre off, mais j'étais très souvent devant les matchs. Un bon 90% si jamais je veux mettre un chiffre. Même que
ma femme, oui, je suis marié, ma femme, dès qu'elle sait qu'il y a l'Olympique de Marseille qui joue, elle sort de la maison parce que la tension est vraiment palpable, puis c'est pas quelqu'un qui a envie d'être là avec cette grosse tension à la maison. Donc, comme vous voyez, c'est une relation très très forte que j'ai avec l'Olympique de Marseille. J'ai finalement réalisé mon rêve en 2017 où je suis enfin allé à Marseille. J'ai visité Marseille. Très franchement, j'ai encore la chair de poule à y penser. C'est une magnifique ville, indépendamment du soccer. Mais c'est aussi la relation des gens avec leur club est extraordinaire. J'ai mis les pieds au Vélodrome pour la première fois. C'était un match OM Nice en 2017. C'était en mai. Et c'était Patrice Evra qui avait marqué le but de la victoire devant 60 000 personnes. C'était inoubliable. Mes premiers pas au Vélodrome, vous dire très franchement, j'ai eu les larmes aux yeux. Ma femme m'a filmé, elle a trouvé ça très très drôle. Mais en tout cas, moi j'étais très ému. J'ai adoré cette expérience-là et je suis sûr que je vais la répéter très 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 bientôt. J'ai hâte de le faire et puis c'est dans les plans très bientôt. Donc voilà ma relation avec l'OM. Vous comprenez pourquoi j'étais aussi intéressé à faire ce podcast avec la collaboration du CanFC. Je dis merci au CanFC de m'avoir donné cette opportunité-là. Donc ça c'est le petit segment, un tout petit segment pour vous parler de ma relation avec l'Olympique de Marseille. Pour le reste du podcast, on va passer au prochain segment de ce podcast-là, qui est en fait les performances de l'Olympique de Marseille en 2017-2018, donc la dernière saison qui vient de se passer. Je vais aller en bref avec cette saison-là. L'Olympique de Marseille avait de grandes ambitions depuis que le club a été repris par un investisseur américain qui s'appelle Frank McCourt. Avant ça, le club est passé par des moments assez difficiles avec des investisseurs qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas. Je laisse ce débat-là pour quelqu'un d'autre. Ne voulaient pas ou ne pouvaient pas investir dans le club, donc des années de vache maigre. Donc bref, Frank McCourt est venu, l'Américain est venu, il a investi dans le club, puis il a promis comme quoi il voulait que Marseille retrouve le sommet en France et après en Europe. Donc c'est sûr que c'est une étape, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais au fur et à mesure, il y a quelques petites choses qui ont été faites, plusieurs petites choses qui ont été faites, et moi je trouve ça assez encourageant, en tout cas je l'avais pas vu dans le temps. Donc déjà ils ont commencé à recruter des joueurs, ce qui n'était pas le cas dernièrement, on perdait plus de joueurs qu'on en recevait. Il y a eu quelques bons joueurs qui se sont joints au projet Olympien, je pense à Adil Rami, je pense à de très bons joueurs qui ont rejoint l'Olympique de Marseille. Je pense à Luis Gustavo que tout le monde adore maintenant à Marseille, qui joue encore pour le club, qui a été acquis l'année passée. En tout cas, la saison s'est super bien passée avec Dimitri Payet, Florian Thauvin. La saison s'est super bien passée, en tout cas bien mieux que les saisons précédentes. Le club a fini à la 4e place du championnat de France, à un tout petit point de Lyon pour un point du podium qui donne une qualification en Ligue des Champions. On se retrouvera de nouveau en Ligue Europa. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'OM a disputé la Ligue Europa en voulant la remporter. Ce qui est c'est une chose très rare chez les clubs français qui ont tendance à dénigrer cette compétition-là parce qu'ils considèrent comme la compétition comme étant une épreuve mineure qui rapporte pas autant d'argent de la Ligue des Champions. Mais ça reste un trophée assez important. Il y a de grands clubs qui ont remporté ce trophée-là, quand je pense à l'Atlético Madrid, au FC Séville et ainsi de suite. Et l'OM a joué sa chance l'année passée. Elle est arrivée en finale contre le fameux Atlético Madrid. Bref, la finale s'est pas super bien passée. Ils ont perdu 3-0. C'est sûr, un de nos meilleurs joueurs, Dimitri Payet, s'est blessé au bout de la 20e minute. Et puis ça a fait vraiment beaucoup de mal à l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas, c'est une très belle première année pour le projet McCourt. En tout cas, première année complète, parce qu'il a disputé la moitié de l'année précédente en tant qu'investisseur principal et propriétaire principal. Donc en tout cas, ça annonce de très belles choses pour la suite. J'ai hâte de voir la suite. Et j'espère qu'à ce moment-là, on va revoir les grosses rivalités. Déjà, battre le Paris Saint-Germain serait un de mes premiers objectifs. Ça s'est pas passé l'année passée. En fait, l'Olympique de Marseille a pas vraiment remporté de gros matchs l'année passée. En fait, c'est une des critiques qui est attribuée à l'OM de version 2017-2018 de pas avoir remporté de gros matchs. Donc, on espère que cette année, notre entraîneur français, Rudy Garcia, va pouvoir faire mieux. Donc voilà pour la petite historique assez brève, le petit historique assez bref de l'année passée, 2017-2018. Et je vais passer enfin, et
finir ce podcast-là avec ce qui s'est passé à partir de la fin de l'année passée à aujourd'hui. On est le 21 août 2018 au moment de l'enregistrement. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis cette fameuse finale en Liga Europa, l'Olympique de Marseille est parti en vacances, c'est sûr, les joueurs, l'entraîneur, les dirigeants, ainsi de suite. Et on s'attendait à encore des renforts, selon le président Jacques-Henri Hérault, qui annonçait encore des renforts, encore des investissements pour pouvoir améliorer l'équipe, pas la changer au complet comme on l'a fait auparavant, mais améliorer l'équipe, amener encore du talent supplémentaire au sein de l'effectif. En date d'aujourd'hui, le 21 août, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements du côté du mercato, si ce n'est la signature du défenseur central croate Duje Caleta Car. Il était en finale de la Coupe du Monde. C'était pas un titulaire, sauf qu'il est très jeune. Il jouait au Red Bull de Salzbourg. Ça a été une révélation. L'Olympique de Marseille a joué contre le Red Bull de Salzbourg en quart de finale de la Ligue Europa, en demi-finale de la Ligue Europa, et a remporté le match. Mais moi, Caleta Car, il m'a vraiment impressionné. Et puis j'aime bien voir ce que ça va donner cette année. Je pense que le duo, ce sera lui avec Adil Rami, qui a été extraordinaire l'année passée. Ça va être quand même quelque chose de plus solide que ce qu'on avait auparavant. Du côté des arrivées, il n'y a pas eu autre chose. Il y a eu quelques petits départs, mais l'ossature de l'équipe a pas trop changé d'une année à une autre. On attend encore des renforts, c'est sûr. Le mercato est encore ouvert pour un peu plus de 10 jours. Donc, on s'attend... beaucoup de supporters marseillais attendent un attaquant, malgré le fait qu'on a Mitroglou et Germain. Oui, ils n'ont pas été extraordinaires l'année passée, mais je trouve que ça sert pas à grand-chose d'avoir un autre attaquant titulaire. Donc c'est soit un de ces deux joueurs-là doit partir, soit il va falloir qu'on vive avec pour cette année-là. Et moi, je suis plus de cet avis-là. J'aimerais bien vivre avec et recruter pour approfondir donner une certaine profondeur à notre équipe. Il nous faut un autre milieu assez technique, parce qu'on voit que quand Thauvin et Ocampos se sont blessés l'année passée, il n'y a pas grand monde qui pouvait le remplacer. Nji, on va juste pas en parler. Pour moi, c'est pas le meilleur joueur au monde, malgré qu'il a fait quelques bons attaquants, quelques beaux mouvements et quelques belles séquences l'année passée. Payet en tant que milieu offensif central, il n'y a pas grand monde pour le remplacer non plus. Donc je pense qu'il nous faut encore un ailier pour ajouter de la profondeur à cette équipe. Il nous faut un défenseur gauche, parce que Jordan Amavi en tant que défenseur gauche est bien tout seul, il n'y a plus personne. Et il nous faut un milieu de terrain pour remplacer Zambo Anguissa, donc André-Franck Zambo Anguissa, le Camerounais, qui est venu un peu de nulle part et qui a fait quand même une bonne année l'année passée, malgré ses petits pépins en finale de Ligue Europa. C'est lui qui donne sur un plateau d'argent le premier but à l'Atlético Madrid. Bref, il a été vendu pour 33 millions d'euros à Fulham en Angleterre. Et il va falloir le remplacer, parce que à part Luis Gustavo, au poste de milieu défensif, il n'y a pas vraiment comme on appelle un 6, un défenseur, un milieu défensif rugueux pour aider l'équipe. On a plusieurs joueurs à petit gabarit qui peuvent remplir ce poste-là, mais ils n'ont pas la présence physique nécessaire pour créer ce que Gustavo crée. Donc on pense à Sanson, Lopez, c'est de très bons joueurs, mais sauf que c'est pas dans le même profil que Luis Gustavo. Il devrait être associé à quelqu'un comme Luis Gustavo. Et vu qu'il y aura beaucoup de matchs avec la Liga Europa, avec le championnat, avec la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, et si on veut remporter des titres cette année, il va vraiment falloir qu'on recrute quelqu'un à ce poste-là. Donc finalement on revient, je récapitule. Donc pour moi, 3 postes très importants à doubler. Un ailier qui serait quand même extrêmement important pour la profondeur de l'équipe. Un défenseur gauche en doublure d'Amavi, et un milieu défensif qui peut être la doublure de Luis Gustavo, donc quelqu'un d'assez défensif, rugueux, imposant au milieu de terrain. Voilà, c'est tout pour le premier épisode du podcast InfoCéan à Montréal. J'espère que vous avez apprécié m'écouter. Et dans le futur, je vais vous laisser poser vos questions, et ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, et à la prochaine.